Smart Bourse, l'édition de la mi-journée, bienvenue, vous êtes sur Bismart en direct, on est ensemble jusqu'à 13h, c'est votre double dose quotidienne de marché, comme je le dis désormais, 12h30, 13h, et le soir le grand débrief, 8h30, 19h30 pour la deuxième édition de Smart Bourse. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui digèrent le discours de Jérôme Powell hier, la séance est plutôt calme en Europe, on consolide un petit peu sur les indices, le CAC tourne toujours autour des 5000 points. Nicolas Pagnès nous livrera les infos clés de la mi-journée dans un instant depuis la salle de marché de Bourse Direct. On note quelques mouvements sur l'euro-dollar à 1,19 après le discours de Jérôme Powell et puis des mouvements sur les taux longs américains qui ont plutôt eu tendance à remonter à une pontification de la courbe de taux aux États-Unis alors que la Fed est désormais installée dans un mandat plus que jamais tourné vers l'emploi et la croissance au détriment de la lutte contre l'inflation. Alors tout ça est un peu théorique effectivement, mais c'est un changement de dogme important quand même qui a été marqué par Jérôme Powell hier dans son discours de Jackson Hole. Changement de dogme qui avait été déjà quand même discuté, préannoncé par les différents banquiers centraux de la planète. On est prêt désormais à laisser filer l'inflation au-delà de la jauge de 2% pour obtenir sur le moyen long terme une inflation moyenne à 2%. Très théorique puisque l'inflation est toujours absente ou quasiment absente sur l'ensemble de la planète aujourd'hui, mais c'est quand même un changement de dogme important pour les investisseurs. On aura l'occasion d'en parler avec nos invités et puis le grand débrief ce soir qui sera très largement consacré à ce discours de Jérôme Powell depuis Jackson Hole. Ironie de l'histoire, c'est le jour où la Fed abandonne dans ses objectifs la lutte contre l'inflation que Shinzo Abe démissionne pour raison de santé. Le Premier ministre japonais qui aura tenu le plus longtemps à ce poste au Japon depuis son retour aux affaires en 2012, 8 ans de mandat, c'est un record pour Shinzo Abe qui va quitter donc ses fonctions un an avant la fin prévue de son mandat qui devait se terminer en septembre 2021, je vous le disais pour raison de santé. Ironie de l'histoire parce que Shinzo Abe en 2012 c'est le père des Abenomics, cette stratégie économique, monétaire, budgétaire qui visait à tout prix déjà à l'époque à raviver la croissance dans un pays qui en manque cruellement, structurellement, avec évidemment une période déflationniste au Japon qui a marqué les esprits et les livres d'histoire. Donc Shinzo Abe quittera ses fonctions sans doute dans les prochains jours, les prochaines semaines, avant la fin de son mandat. Et puis chaque dernier vendredi du mois, ce sera votre rendez-vous entre 12h30 et 13h. Deux invités avec nous pour vous proposer un grand tableau de bord de marché, donc à la fin de chaque mois. Un tableau de bord des fonds, des fonds de gestion collective, comment se sont-ils comportés, les flux d'investissement également, où sont allés les intérêts des investisseurs sur les marchés à travers les différents produits qui existent, et puis un screening assez large également de la cote européenne, secteur par secteur, mais également valeur par valeur, une grande météo de marché, et tous ces éléments vous donneront un tableau de bord des marchés, je l'espère, qui sera le plus complet pour vous. Sur les indices européens à mi-parcours et donc le résumé de la mi-séance, c'est comme chaque jour en fil rouge sur Bismart, Nicolas Pagnès qui nous l'apporte depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 hésite à la mi-journée. L'indice parisien oscille autour du seuil des 5000 points dans un range, compris entre 4970 et 5031 points. Le tout dans un volume d'échange encore relativement faible à 550 millions d'euros. L'annonce de Jérôme Powell hier de se montrer accommodant vis-à-vis de son objectif d'inflation de 2% dans la durée ne suffit pas, semble-t-il, à rassurer les investisseurs français dans cette journée à l'agenda chargé en matière de statistiques. Si elles sont nombreuses outre-Atlantique à être attendues cet après-midi, comme par exemple l'évolution des dépenses des ménages américains en juillet, le déficit commercial et stock des grossistes pour ce même mois, ou encore l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago. Les investisseurs français ont pu prendre le pouls de l'économie avant l'ouverture des marchés ce matin. L'INSEE a en effet dévoilé un PIB en recul de 13,8% en France au second trimestre à cause de l'arrêt de l'activité liée à la pandémie. Une baisse qui fait suite au repli de 5,9% au premier trimestre.
L'inflation ralentit également en France à 0,2% sur un an au mois d'août contre 0,8% en juillet. Un repli qui serait tout simplement lié à la baisse des prix pendant les soldes d'été décalés avec les mesures de confinement. De leur côté, les ménages ont vu leurs dépenses de consommation augmenter très légèrement de 0,5% en juillet, retrouvant leur niveau de novembre 2019. Et les prix à la production s'apprécient eux de 0,4% en juillet sur un mois. Enfin, on notera que l'annonce de l'obligation de porter le masque partout à Paris dès 8h ce matin n'aura pas rassuré les investisseurs sur le front sanitaire. Si on parle des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Sanofi dans le rouge à la mi-journée. L'entreprise pharmaceutique vient d'annoncer une OPA sur l'américain Principia Biopharma. Une opération qui représenterait à peu près 3,68 milliards de dollars et qui permettrait au groupe de se renforcer dans le secteur de l'immunologie. ADP en recul également suite à la baisse de recommandation de Deutsche Bank qui passe de achat à conserver sur le titre avec un objectif de cours qui descend de 130 à 90 euros. Et de son côté, l'expert en logistique Clasquin publie des résultats meilleurs qu'attendus avec notamment une marge commerciale brute en recul de seulement 1,9% malgré une réelle baisse d'activité. Des résultats qui poussent de nombreux analystes à favoriser l'achat sur le titre qui gagne 15% à la mi-journée. Et on regarde pour finir ce qu'il se passe sur le côté des marchés des changes. Le dollar recule à la mi-journée, bénéficiant ainsi à l'euro qui s'apprécie à présent à 1,19 $. Et le yen stabilise de son côté après avoir grimpé dans la matinée en réaction à l'annonce de la démission du Premier ministre japonais. Shinzo Abe quitte en effet le gouvernement suite au retour d'une maladie chronique qui ne lui permettrait plus d'exercer ses fonctions, mais restera en poste jusqu'à ce que son successeur soit désigné. Le Nikkei reculait d'ailleurs de 1,41% à 22 882 points en clôture en réaction à l'information. Oui, l'un des mouvements à signaler, effectivement, alors la démission de Shinzo Abe, et puis sur l'euro-dollar, 1,19, et puis ce phénomène léger de repentification de la courbe des taux, les taux longs américains qui ont plutôt progressé hier dans le sillage du discours de Jérôme Powell. Ça redonne aujourd'hui un peu de jus au secteur bancaire, qui en manque énormément depuis des mois et des mois, mais on a cette petite rotation qui s'installe aujourd'hui sur les marchés européens, avec un secteur bancaire à Paris qui permet au CAC de se maintenir quasiment à l'équilibre. On est juste au-delà des 5000 points à mi-séance pour le CAC 40 qui cède 0,18%. Les futurs américains pour l'instant sont un peu partagés. On voit un Nasdaq futur en légère retraite tandis que le S&P futur et le Dow Jones futur sont positifs plutôt avec la perspective de l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Notre rendez-vous chaque dernier vendredi du mois, ce grand tableau de bord des marchés qu'on vous propose avec Cantalis et Ports-en-Par Gestion. Jean-François Bay est avec nous dans ce studio, directeur général de Cantalis. Bonjour et bienvenue Jean-François. Bonjour Grégoire. Un mot de Cantalis, vous êtes une société de quoi ? D'analyse de données avant tout, c'est ça Jean-François ? Données financières. Ouais. Logiciel financier, donc beaucoup de digital, et analyse financière. On essaye d'utiliser nos données, nos logiciels pour tirer des tendances et regarder un petit peu ce qui se passe dans notre écosystème. Avec vous et avec Bertrand Lamel que je présente dans un instant, mais on va faire un peu l'analyse de la séquence passée, que ce soit en termes de flux d'investissement, en termes de performance des fonds également. Vous regardez les performances des grands fonds de la place parisienne, enfin en tout cas ceux qui sont distribués sur la place parisienne, et donc les enseignements sont très intéressants. Qui s'en est bien sorti ? Pourquoi ? Qui est en retard ? Pourquoi ? C'est les questions qu'on se posera chaque fin de mois avec vous. Et Bertrand Lamiel, donc directeur général de Ports-en-Par Gestion, qui va nous accompagner pour ce rendez-vous également. Bonjour Bertrand. Bonjour. Ports-en-Par Gestion. Alors, quand on est un peu familier avec la bourse, oui, Ports-en-Par, c'est quand même une marque qui parle quand on est dans le monde boursier. C'est une maison qui est spécialiste des petites et moyennes capitalisations boursières, c'est ça Bertrand ? Oui, au niveau de la société de gestion, on a des fonds qui sont focalisés sur les petites et moyennes capitalisations, et puis on a une partie introduction en bourse, augmentation de capital. Donc là, on a aussi le pan avec les émetteurs, donc on va les accompagner. On a un bureau d'analyse, donc tout ça est assez synergique avec la société de gestion. Et puis on a un pan en clientèle privée, en gestion sous mandat, en conseil, où là on embrasse des valeurs
Évidemment, on va se servir de ce qu'on sait faire sur les petites et les moyennes, mais on traite aussi les grandes capitalisations européennes et américaines. Et un outil alors, qui viendra compléter celui de Jean-François, ce que vous avez baptisé votre météo des marchés, qui est un screening de plus d'1 millier de valeurs en Europe pour savoir celles qui sont en tendance positive, en tendance haussière, celles qui sont ou qui restent en tendance négative, celles qui essayent de sortir de l'ornière, comme vous dites, Bertrand. Donc cet outil, on le retrouvera également chaque fin de mois pour faire un peu le point et apporter des éléments d'analyse pour tous ceux qui s'intéressent au marché et tous ceux qui veulent aussi avoir un œil sur la gestion de leurs finances personnelles. C'est un peu à ça que va servir ce rendez-vous du vendredi. Je commence avec vous, Jean-François. Les enseignements des dernières semaines là, sur justement les données de marché, les données financières que vous pouvez suivre chez Cantalis. Oui, alors quand vous regardez, vous rentrez en fait de vacances et vous regardez Bismart et vous dites j'ai des niveaux de marché, le CAC 40 est autour des 5000 points. Ça n'a rien passé. Ça n'a rien passé. Le VIX, la volatilité, l'indice de volatilité autour de 25. Le Bund, donc les taux allemands sont autour de moins 0,40. C'était déjà le cas au mois de juin-juillet. Donc voilà, l'euro s'est légèrement apprécié, le pétrole s'est légèrement apprécié. Bon, j'ai bien fait de partir en vacances, il ne s'est rien passé cet été. Les marchés connaissent une rentrée très calme. En fait, il faut regarder un petit peu plus dans le détail. Ce calme cache en fait plusieurs tempêtes et plusieurs mouvements. Je pense que globalement, on est toujours dans des marchés qui suivent la logique de la crise sanitaire. Et donc, quand on regarde les performances des catégories de fonds Cantalis, on retrouve un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est toujours la Chine qui est en tête, qui a fait plus que rattraper son retard par rapport à la crise. Donc, on a des actions chinoises qui sont à plus 16% depuis le début de l'année et qui continuent à bien performer. Vous avez vu qu'on retire le masque à Pékin. Donc, on a autorisé, on n'est plus obligé de porter le masque. Donc, on a un déconfinement, une gestion de la crise qui est plutôt bien maîtrisée. Inversement, on a le Brésil qui est en queue de peloton. On a à moins 38% sur les actions brésiliennes. Voilà, et toute l'Amérique du Sud, bien évidemment, qui est empêtrée dans cette gestion de la crise. On a aussi en Europe, plus proche de nous, les pays nordiques qui performent très bien. Donc c'est plus 7% sur les actions nordiques, les actions suisses, les actions allemandes. Le DAX est quasiment revenu à zéro depuis le début de l'année, alors que le CAC perd encore plus de 10%, je crois. Exactement. Donc il y a un écart avec l'Europe du Sud. S'il fallait mettre la France en Europe du Sud, la France serait à... On ne sait jamais où la mettre, la France, voilà, en fait. On est à moins 12%, on est entre les deux. Et derrière nous, on a des pays comme l'Espagne qui sont à moins 22%. Ouais. Donc on a cette logique, j'allais dire, de fonctionnement des marchés. Lorsqu'on parle d'un vaccin et que la situation s'améliore, les marchés ont plutôt tendance à être confiants. Lorsqu'on parle de reprise de la crise, d'ailleurs on a le cas en ce moment avec des marchés européens un petit peu fébriles, et ben du coup les marchés ont tendance plutôt à baisser. Par zone géographique, je le disais, par grande thématique, donc c'est plutôt les valeurs de croissance, tout ce qui est growth versus value, tout ce qui est cyclique, qui est plutôt délaissé. Et même société par société, et si vous analysez le secteur de la santé qui a plutôt bien performé, si vous êtes proche de Moderna ou proche du vaccin, vous allez faire plus de 250% depuis le début de l'année. Si vous êtes proche de Sanofi, vous allez être plutôt déçu, vous allez faire moins 3% depuis le début de l'année. Donc on retrouve là encore cette dichotomie. Alors, voilà, la ligne de démarcation, elle est très claire pour vous quand vous faites le tableau de ces performances comparées. C'est la gestion de la crise sanitaire, enfin l'épisode pandémique, qui est une ligne de démarcation très importante, la manière dont l'épidémie est plus ou moins bien gérée. Et puis derrière, j'imagine aussi, ça va de pair avec la gestion de la crise économique aussi, qu'on doit pouvoir retrouver entre les gagnants et les perdants. Là. Voilà, les marchés financiers, j'allais dire, sont relativement froids par rapport à cette situation. Une bonne gestion de la crise, c'est un creux du PIB au deuxième trimestre en Allemagne de moins 6%, moins 8% sur la Suède et sur la Scandinavie, moins 13% de creux de PIB en France, moins 20% au Royaume-Uni, etc., etc. Donc vous dites, oui, effectivement, donc on retrouve cet impact macroéconomique sur les marchés et même sur des valeurs. Les résultats ont été exécrables au deuxième trimestre. Et donc les marchés ont cette lecture logique et continueront à avoir cette lecture. C'est important d'essayer de se projeter, je pense, de par les résultats pays par pays ou les résultats société par société. Donc on retrouve du coup un comportement cet été des investisseurs en faveur de ces grandes thématiques que sont la tech, la biotech, la santé, toutes les stratégies un peu globales plus défensives, s'il fallait être plus clair qualifiées, et qualifiées.
plus globale et plus défensive contre des secteurs plus cycliques. Donc si on regarde les flux, autant le mois de juin c'était plutôt bien passé pour les actions en général et un retour des investisseurs sur les actions européennes, autant le mois de juillet et même le mois d'août, on estimait on retrouve une décollecte sur les actions européennes. Les investisseurs sont toujours pas convaincus de l'Europe, alors même qu'il y a eu un discours, Macron-Merkel, qui a été un signal qui était très fort. Donc ils sont pas convaincus, ils restent obnubilés par la crise. D'un côté, on a des investisseurs qui rentrent dans une épargne de précaution, 100 milliards d'euros, selon l'estimation Banque de France, sur un bas de laine thésaurisé dans un livret A et autres dépôts à vue. Et de l'autre côté, des mouvements tactiques sur des thématiques via des ETF. Mais il n'y a rien de fondamental, il n'y a pas de retour fondamental des investisseurs tant qu'on aura un peu cette épée de Damoclès et qu'on aura toujours un environnement porté par la crise sanitaire. On se retrouve encore avec moins 5 milliards de décollecte sur les actions européennes qui ne profitent pas, on le voit bien, de ces thématiques. La tech... Moins tech. L'Europe est moins tech que la Chine ou que les États-Unis. Oui, Apple, c'est plus 25% cet été. Tesla, c'est plus 70%. Si on regarde le pendant tech des différents secteurs, en France, on va avoir dans la distribution Carrefour, mais c'est plutôt Amazon qui performe. Sur l'automobile, c'est Renault, Peugeot, mais c'est pas Tesla, etc. Donc il faut se tourner vers les États-Unis ou la Chine pour profiter un peu de cette tendance, plutôt que sur l'Europe. L'autre élément aussi qui est intéressant, c'est que ces mouvements spéculatifs, cette épargne de précaution, c'est au niveau mondial. Les Américains ont doublé le nombre de comptes ouverts chez les brokers online et ont doublé l'encours. Il y a 2000 milliards d'épargne de précaution qui s'est constituée, 2000 milliards de dollars aux États-Unis. Donc on reste au niveau mondial, États-Unis, Europe et même Asie, sur un peu cette dichotomie. Je mets de l'épargne de précaution parce que impôt, parce que chômage, parce qu'économie qui ne va pas bien, parce que faillite future, donc je vais devoir faire attention. Et puis de l'autre côté, j'essaye quand même de... Tactiquement, aller chercher quelque chose un peu en termes de performance si je suis épargnant, quoi. Et du coup... Quand on regarde les résultats des fonds et des gérants, on retrouve cette dichotomie. C'est-à-dire qu'il y a deux écoles de pensée, il y a deux religions aujourd'hui sur les marchés financiers. Vous avez l'école de pensée retour à la normale, c'est-à-dire les banques centrales et les États sont derrière moi, il y aura des plans de relance et donc tout va bien se passer. On peut revenir sur des actifs risqués sans souci. Et il y a le clan de l'école de pensée retour à la dure réalité. Non, on est sur une fin de cycle. La fin de cycle, c'était déjà 2018. Ouais. C'est pas juste le Covid. Le Covid n'a fait qu'accélérer le mouvement qui était déjà présent depuis plus longtemps. Et du coup, les gérants, il faut faire son choix. Il faut faire son choix religieux. Vous avez des gérants comme Carmignac, Tikeo, JP Morgan, qui s'en sortent plutôt bien. Carmignac se refait une cerise, le Carmignac Patrimoine est dans le vert et fait, je ne sais plus, plus 5, 6, plus 5, plus 6 depuis le 1er janvier. On a vraiment une très bonne performance de gérants qui sont plutôt contracycliques, parce que ça avait été le cas aussi en 2008, Carmignac avait brillé en 2008. Et de l'autre côté, on a des gérants plus value, cycliques. J'ai noté Rothschild et compagnie, Dorval, Sycomore, Lazare, H2O bien évidemment, qui sont dans la panade depuis plusieurs mois parce que c'est pas de leur faute, c'est-à-dire qu'ils ont un biais value et donc ils ont souffert depuis plusieurs mois et encore plus du Covid de cette approche le risque avant tout. Et donc, on se retrouve avec un peu ce camp partagé. La reprise en K, certains appellent ça la barre du K qui a marqué la chute, l'interruption d'activité économique mondiale. Et puis derrière, des chemins de reprise très différents. Donc, il y a ceux qui, effectivement, remontent la pente plus facilement parce que meilleure gestion de la crise économique, sanitaire également. Pour les entreprises, parce que un meilleur positionnement numérique, digital, santé sur des thématiques porteuses. Et puis ceux, au contraire, qui replongent vers le bas derrière. Bertrand, qu'est-ce qu'on apporte à l'analyse avec votre outil chez Porzampar gestion de météo de marché? Alors là, qui va regarder, qui screen, je le disais, plus d'1 millier de valeurs en Europe. Le but, c'est pas d'être spécifique sur chaque valeur, mais d'avoir quand même les grandes masses en tête de comment se comportent ce millier de grosses valeurs européennes que vous suivez. Voilà, alors on est sur 1500 valeurs en Europe 1500. Et donc 500 aux États-Unis. Donc les 500 États-Unis, c'est le S&P 500. Et les 1500, on part des grosses capitalisations européennes, on descend jusqu'aux petites et donc on couvre tous les pays.
Donc là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a un marché où on a en Europe un peu moins de 50% des valeurs qui sont en tendance haussière. Donc qualifiées par des moyennes mobiles 200 qui sont haussières, enfin bref, donc des logiques où ça marche bien. Donc 49%, alors ça interpelle, il faut savoir que dans un marché, parce qu'on est clairement dans un marché bull, on est à plus de 20% depuis Ouais. donc on est vraiment dans un bull market, mais avec seulement 49%. Alors ça s'améliore. Voilà, c'est une question quand même. Est-ce que c'est un vrai bull market avec tout le monde qui participe, ou est-ce que c'est un faux bull market, un bear market qui s'ignore Alors pas encore. C'est pas encore le vrai puissant bull market. Un bull market, quand on arrive au sommet, à la maturité d'un bull market, on a 75-80% des dossiers qui sont en tendance haussière. Là, on est seulement à 50%. Enfin, il faut voir qu'on arrive de 15%. Donc il y a 15% des sociétés qui ont réussi à traverser la crise sans avoir des baisses trop importantes et qui ont conservé une tendance haussière. Là, on est remonté du côté des 50%. On va retrouver les logiques qui étaient décrites par Jean-François. Typiquement sur les Nordiques. Sur les Nordiques, il y a des excellents scores parce qu'il y a beaucoup de valeurs de santé. Il y a les Novo Nordisk, il y a les Coloplast. Il y a beaucoup de valeurs tech aussi nordiques. La maison mère du Bon Coin, elle est cotée dans les Nordiques. On va retrouver des valeurs de jeux vidéo sur les smartphones, des valeurs de casino, enfin des dossiers comme ça qui sont très bien positionnés et qui aident ces indices-là, de par leur pondération, leur poids dans les indices, à avoir des performances qui sont beaucoup plus enviables que celles qu'on a nous. Typiquement sur le CAC 40 où on parlait de l'Espagne, CAC 40 où on va retrouver du pétrole. Et le pétrole, c'est le secteur, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qui ne s'en sort pas. Et les banques qui restent très compliquées et qui sont fortement pondérées dans les indices du sud de l'Europe. Certaines d'entre elles sont sur les plus bas niveaux du mois de mars pour certaines banques européennes. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que il y a ces 50% de valeurs, enfin 49% de valeurs qui sont bien orientées. Le gros du bataillon derrière, c'est 30% de valeurs qui sont en train d'essayer de tenter une sortie. Le réservoir, c'est la zone grise, là, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et là, il faut regarder. On sait statistiquement, parce qu'on a balayé les données sur plusieurs dizaines d'années, que les sociétés qui tentent de sortir de l'ornière, il y a un taux d'échec de 50%, ou un taux de réussite de 50%. C'est 1 sur 2. Donc il va falloir regarder, d'abord si ces stats se confirment. Et là, en ce moment, celles qui ont le meilleur potentiel pour l'instant, c'est les banques. Alors, c'est peut-être lié au discours des banques centrales de Jackson Hole. Enfin, on voit que dans l'été et depuis 3 mois, les banques réussissent à accrocher les performances des indices, ce qui n'était pas le cas depuis la fin 2018. Donc, on commence à avoir un arrêt de la détérioration, quelque chose qui est en train de se dessiner. Quand on va regarder au niveau de la valorisation, évidemment, on a des valorisations qui sont super basses. Donc, il y a de la place en termes de valorisation. Maintenant, en termes de perspective et d'avenir, ça va être compliqué parce qu'on a des taux qui vont rester bas pour longtemps et c'est quand même un des moteurs pour la croissance des banques, des économies qui ne sont pas exceptionnelles. Et de l'autre côté, il y a quand même eu des plans de soutien et des plans de relance comme on n'en a jamais eu, qui dépassent très largement, je crois qu'on a 5 fois l'équivalent du plan Marshall, je veux dire pour vous donner une idée de ce qui est en train de se passer. Et ça va aider les entreprises à tenir. Donc du côté du bilan des banques, ça veut dire que la qualité des clients, ça reste quelque chose de bon et qui doit les aider à pouvoir sortir. Donc ça, c'est à surveiller parce que si effectivement... Si c'est le prochain mouvement, on commence à avoir des grands noms qui refont un run de valorisation, parce que on ne pense pas que on va retourner sur les points hauts, mais un run de valorisation, là il y a de la place pour probablement peut-être 20 ou 30% de hausse. Et comme ça reste encore, malgré le fait qu'elles aient beaucoup baissé, des poids importants dans les indices, ça peut aider, pour ceux qui sont sur de la gestion indicielle, les indices à se maintenir, voire aller plus loin. Parce que il peut arriver une rotation sectorielle, mais on ne pense pas que... la rotation sectorielle qu'on imagine, c'est plutôt celles qui sont en retard, qui rattrapent le peloton, plutôt que celles qui sont en avance, qui se couchent complètement et se retournent. Parce que ce serait pour donner une deuxième impulsion, une nouvelle impulsion. C'est une deuxième jambe de hausse, parce que ce qui marche bien, globalement, Jean-François l'a dit, il y a la technologie, ça c'est indéniable. Et quand on regarde les publications, c'est évident. Les boîtes, elles ont fait de la croissance, elles ont fait plus de croissance que ce qui était initialement prévu en début d'année 2020. C'est-à-dire que là où la plupart des boîtes très rapidement nous disent « j'abandonne mes objectifs 2020 », les techs, dans la plupart du temps, ont dit « moi je les maintiens ». Et sur les dernières publications, pour certaines d'entre elles, elles ont dit « je vais aller plus loin que ce que j'avais initialement anticipé ».
Donc logiquement, vous avez de la visibilité. Même si ces valeurs-là sont chères, vous dites qu'il y a quand même des arguments fondamentaux derrière qui nous font dire qu'il y a toujours un risque d'accident, mais que de voir tout ce compartiment-là se casser la figure, ça paraît quand même un scénario très improbable aujourd'hui, vous dites. Ça paraît difficile. Ah ouais. Parce que, en fait, ce qui s'est passé avec la crise du Covid, ça a été plutôt un accélérateur qu'un révélateur. Il y avait des tendances de fond qui étaient là et qui se sont révélées au grand jour avec ça, tout ce qui est le phénomène de la digitalisation. Quand on va voir dans les autres noms qui se comportent bien, dans les autres secteurs qui se comportent bien, et qu'on a une grille de lecture un peu plus fine, on s'aperçoit que ce soit dans l'industrie ou dans les biens de consommation, celles qui s'en sortent, c'est celles qui sont en train d'avancer très fortement sur des logiques de digitalisation, de big data, d'utilisation de la donnée. Je sais pas, on avait l'actualité sur Schneider, donc qui via Aveva fait une OPA, donc en gros était en train de consolider et d'augmenter sa part dans son chiffre d'affaires dans le logiciel. On va être entre 17 et 20%. Ça marche bien parce que c'est du logiciel, c'est de l'utilisation de la donnée, c'est donner aux utilisateurs la capacité d'être plus fin dans son analyse, de mieux utiliser son énergie. Ces dossiers-là, ça marche bien. Des dossiers comme Varta, donc évidemment, ils toujours. Oui, mais c'est l'énergie, c'est la micro-batterie. Aujourd'hui, Varta, c'est celui qui équipe les AirPods. Donc là, il y a déjà un phénomène de croissance. Et tout ce qui est les objets connectés. Les objets connectés, il n'y a plus de piles dedans. C'est que des batteries. Et ça, c'est Varta. Et c'est le seul en Europe qui... c'est en Allemagne, ça va. Voilà, c'est la seule valeur qui le fait. Donc ces thématiques-là, les exemples que vous donnez, il y a toutes les raisons fondamentales pour que ça continue. Et vous dites, surveillons l'idée d'une deuxième jambe de hausse avec peut-être des secteurs très en retard, bancaires ou autres, qui pourraient se mettre à rattraper et qui sont déjà sortis peut-être un peu du fond du trou. En tout cas, je ne veux pas aller trop vite. Il faut rester très humble et très prudent. On le signalait, le marché, la volatilité, elle a baissé, mais elle reste encore à 24, 25. Enfin, on a vécu quand même depuis 2009 avec des niveaux de volatilité à 12 ou à 13. Donc là, on est encore sur des niveaux de volatilité qui étaient classiques dans les années 90, mais qui restent élevés par rapport à ce qu'on a connu. Donc il faut être prudent de ce point de vue-là. Mais il y a des choses qui sont en train de se passer et l'ESG, c'est une deuxième grille de lecture. Bon. On n'aura pas le temps d'aborder l'ESG aujourd'hui, mais promis, ce sera notre rendez-vous avec vous, messieurs, le dernier vendredi de chaque mois. Je vous donne rendez-vous avec Bertrand Lamiel, donc directeur général de Ports en Par Gestion, et Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, entre 12h30 et 13h pour vous présenter toutes les données dont vous disposez. On fera ça mois par mois pour donner à tous ceux qui nous regardent un tableau de bord de marché, je l'espère, le plus complet possible. Le CAC 40 à mi-séance tourne toujours autour de 5000 points. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là pour ce premier rendez-vous avec vous. Et nous, on se retrouve évidemment en direct ce soir à 18h30 sur Bismart.